Yo l'équipe, c'est Bonjan, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va revenir sur le show de WWE Fastlane qui s'est tenu cette nuit. On va revenir un peu sur ce show pour savoir si le show était plutôt bon, le show aurait pu être encore meilleur. Vous aussi l'équipe, vous me direz dans les commentaires si vous avez plutôt aimé le show ou est-ce que le booking vous a plus déçu au niveau de certains matchs ou est-ce que carrément du tout le show ne vous a pas plu. Donc on va revenir un peu longuement sur ce show qui s'est tenu hier à Indianapolis. Juste avant l'équipe, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire pour le référencement de cette vidéo et aussi à partager et surtout de vous abonner. C'est important l'équipe pour donner un maximum de force à cette chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux que je mettrai juste en bas dans cette description. On va commencer par le commencement de ce show et on va commencer avec ce qui était pour moi un des main events de ce show. On va commencer le premier match entre le Judgment Day contre Cody Rhodes et Jey Uso pour les titres par équipe unifiés de la WWE. Et par notre grande surprise, c'est Cody Rhodes et Jey Uso qui sont les nouveaux champions par équipe à disputer. Et c'est amplement mérité vu le scénario du match parce que pour moi, voilà, Jey Uso et Cody Rhodes ont donné une leçon de match par équipe au Judgment Day. Tout simplement, voilà, c'était vraiment une leçon. On a vu toute l'expérience des deux superstars, des nouveaux champions lors de ce match. On a vu vraiment l'expérience parce que Jey Uso, c'est quelqu'un qui est dans la division tag team depuis très longtemps, depuis ses débuts avec son frère jumeau Jimmy Uso. Cody Rhodes a été multiples fois champion par équipe avec différents superstars par qui il a collaboré avec Hardcore Dolly, avec Ted DiBiase à l'époque de la Legacy, avec son frère Goldust aussi. Donc voilà, ils ont vraiment donné une leçon de tag team au Judgment Day. Et pour parler un peu plus longuement du match, en vrai, c'est le match qui m'intriguait le plus au niveau du booking parce que déjà, je pense que premièrement, on s'attendait pas à voir ce match-là en premier dans la carte parce que voilà, tout le monde s'est dit que si ce match-là, il est en premier, ça veut dire que Damien Priest allait perdre son titre et par la suite aller cash in sur Seth Rollins plus tard dans la soirée. Mais comme je vous répète, c'est le match qui m'a le plus intrigué au niveau du booking. Et je pense qu'on est la plupart à être d'accord qu'on n'a pas été déçus de ce match, on a été déçus du résultat. Et franchement, grosse sensation quand on a vu Cody Rhodes et Jey Uso remporter les titres. Moi, je veux pas vous mentir, moi j'aurais préféré que c'est les Judgment Day qui conservent les titres. Je l'avais même dit dans mes pronostics. Donc voilà, sur ça, je me suis foiré. Moi, je me suis dit que si Cody Rhodes et Jey Uso devenaient les nouveaux champions par équipe, quelle aurait été la suite pour eux, sachant que voilà, Jey Uso venait à Raw pour avoir une ascension de fou. Cody Rhodes, depuis, c'est le babyface de Raw. Lui, il est juste là pour prendre les titres mondiaux. Donc, les voir champions aussi, c'est pas forcément non plus une mauvaise idée. Mais voilà, j'aurais préféré quand même que le Judgment Day remporte et conserve leur titre par équipe. Plus tard, on a eu l'intervention We Are Replay et de Dominic Mysterio. Ensuite, après, JD McDonald qui a été l'un du facteur X de la fin de ce match. Voilà, ils sont tous intervenus à un moment où on savait qu'ils allaient intervenir. À un moment donné, Cody Rhodes et Jey Uso étaient à deux droits de finir le match un peu plus tôt. C'est à ce moment-là qu'ils interviennent. JD McDonald, sans faire exprès, donne un très coup de mallette à Damien Priest. Et ça a été là le grand tournant de ce match-là. À cause de ça, du coup, Cody Rhodes a totalement détruit Damien Priest sur la table des commentateurs et c'est là qu'ensuite après ils ont fini remporter les titres par équipe. Donc voilà, explosion des fans au moment où l'arbitre s'est arrêté à 3 au moment du pin. Donc voilà, grosse sensation comme je vous répète et voilà, ça fait énormément plaisir aussi pour Cody Rhodes et Jey Uso qui sera champion. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir la suite pour ces deux équipes, mais surtout pour le Judgment Day, surtout pour Damien Priest qui a carrément perdu deux titres dans ses mains, qui a même pas pu aller cash in sa mallette Money in the Bank plus tard dans la soirée sur Seth Rollins grâce à We Are Replay. Donc je dis grâce parce que voilà, c'est elle qui l'a raisonné, pour s'il était blessé, il était prêt à faire une très grosse bêtise.
Donc voilà, clairement, j'ai hâte de voir la suite de ces deux équipes-là, mais surtout pour Damien Priest. Je pense qu'à partir de demain à Raw, je pense que ce sera le début de la fin, peut-être du Judgment Day ou peut-être de Damien Priest comme membre dans le Judgment Day. Mettre une petite note concernant le match. Le match a été quand même excellent, même très excellent du début à la fin. Et pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Donc je mets comme note 4,5 sur 5. On va passer au match suivant qui était le match entre la LWO contre Bobby Lashley et les Street Profits. Pour faire une petite rétrospective, Bobby Lashley avait blessé les deux derniers membres de la LWO, donc ça veut dire que Mysterio devait chercher un partenaire pour Fastlane, chose qui n'est pas arrivée tout de suite. Au final, c'est Carlito qui est arrivé pour être le dernier membre de la LWO pour défier Bobby Lashley et les Street Profits. Déjà, pour commencer à parler du match, voilà, c'est le match que j'ai le moins aimé de la soirée. Donc voilà, si vous avez peut-être kiffé ce match-là, désolé l'équipe, mais c'est le match que j'ai vraiment le moins aimé de cette soirée-là. Et aussi, j'aimerais aussi peut-être aussi tirer un coup de chapeau à Bobby Lashley et Rey Mysterio, parce que voilà, je pense qu'on le dit pas assez, mais depuis SmackDown, Rey Mysterio c'est 48 ans, Bobby Lashley c'est 47 ans et ils nous donnent des performances de ouf, ils nous montrent des très belles choses en in-ring. Donc franchement, chapeau encore à eux, ces deux superstars qu'on a à peu près tous connus dans notre génération, pendant la génération Catch Attack, surtout la fin de la Ruthless Aggression. Ensuite, après, deuxième chose, vraiment, ça, quel plaisir de revoir Carlito après des années. Enfin, après des années, on l'a revu il y a quelques mois à Backlash. Donc franchement, ça fait super plaisir de le revoir encore une fois. Il est encore plus affûté qu'il y a encore quelques années. Donc franchement, c'est un plaisir de le revoir. Mais bon, voilà, il est revenu sur le mauvais theme song. C'était juste pour revenir sur ça. Il est vraiment revenu sur le theme song. Le theme song, il est juste éclaté et démodé. Et ça, c'est des sons que tu mettais dans les années 2005-2010. Et je pense que ça aurait été cool vraiment de le revoir avec son theme song habituel. Et je pense aussi c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu une aussi grosse pop dans la salle. Parce que voilà, on est habitué à entendre le spin au face. Et ensuite après le son qu'on connaît tous. Donc on est un peu déçu par rapport à ça. Mais après c'est que des détails. Je pense que dans l'avenir, je pense qu'il va peut-être revenir avec son theme song qu'on connaît tous. Ensuite, après, on va parler un petit peu de ce match-là. Comme je vous dis, c'est le match que j'ai le moins aimé. Mais je vais parler aussi du booking. Je pense que la WWE, surtout les officiels, ils ont clairement pris la mauvaise décision en faisant perdre Bobby Lashley et les Street Profits. C'est l'équipe que tu es en train de faire monter en ce moment. En plus, l'histoire se construit bien parce que Bobby Lashley il est déçu. Il est fait revenir dans son clan et les faire perdre aussi salement, surtout qu'en plus quand on regarde le match, les gars, Carlito il fait son retour, il met seulement 3 prises et il gagne le match. J'ai pas trop compris comment ils ont voulu booker ce match là. Alors oui, c'est sûr que quand tu fais faire un retour à une superstar, logiquement c'est pour la faire gagner. Mais j'aurais préféré que carrément Carlito il revienne carrément peut-être la semaine d'après ou même peut-être au Survivor Series, mais peut-être dans un après-match. Mais là, il n'y avait pas moyen de les faire perdre un match comme ça au Street Profit et à Bobby Lashley, sachant que pour moi, je reste persuadé que la LWO, s'ils perdent, tout le monde s'en fout. Mais si c'est Bobby Lashley et les Street Profits, c'est sûr qu'il y aura des critiques, c'est sûr, parce que c'est le clan qu'on attend tous. Après, bon, il y a certains sur Twitter, vous exagérez, dire que voilà, WWE est raciste. Je pense pas que c'est pour ça, mais il faut se calmer. Je pense que quand il y a eu le Hurt Business, ils étaient tous noirs et le clan a explosé comme jamais. Donc je pense pas que c'est la raison, mais je pense que c'est une mauvaise décision, une très mauvaise décision. Après, comment ils vont se relever après une telle défaite, et ce sera là le moment clé de savoir si Bobby Lashley sera de nouveau énervé contre les Street Profits, soit il va continuer avec eux, soit ils vont se régénérer. Ce sera très important de savoir la suite pour cette équipe-là. Moi, je pense qu'il faut un total raw package des Street Profits, parce que là, ils sont encore en mode Street Profit, ça danse et trucs. Il faut vraiment un côté bad sérieux, un côté vraiment street, comme leur nom. Il faut vraiment un côté street, et puis il faut donner aussi un nom à ce clan pour vraiment établir une vraie base de clan heel, parce que là, je trouve que là, il y a que Bobby Lashley qui mène ce clan-là en haut. Et les Street Profits encore, c'est encore tout gentil.
Donc il faut vraiment un raw total au package. Après, pour reparler au niveau du match, c'était plutôt un bon match. J'ai aimé quelques prises que Mysterio a fait pendant le match avec Bobby Lashley. Pour moi, c'était eux les vrais cadors de ce match-là. J'ai pas trop aimé ce match-là, j'ai pas trop aimé le booking. Donc si je mets une note pour ce match-là, je donnerais 2,5. Dites-moi dans les commentaires si je suis un peu dur sur ce match-là. Pour moi, ça mérite pas, même je pense que ça mérite même pas un 3. Parce que le booking, je trouve qu'il a été mauvais de A à Z. J'ai rien contre la LWO ou même Carlito. Vous savez que Carlito, je l'aime de ouf. Note de 2,5, je pense que c'est la note juste pour ce match. On va passer au match suivant qui a eu entre Io Sky contre Charlotte et contre Asuka pour un triple threat pour le titre féminine de la WWE. Et voilà, pour parler de ce match-là, sans surprise, ça a été un excellent match des trois féminines. Franchement, hier, pendant le show, Christophe Ajus, il a rappelé que c'était un grave plaisir de voir ces trois féminines ensemble dans le ring. Et je partage carrément son avis. C'était un bonheur de voir ce match-là, sachant que c'est trois excellentes cacheuses. Même si j'aime pas forcément le personnage de Charlotte Flair, il faut avouer que voilà, les trois, niveau in-ring, niveau technique, c'est pour moi les meilleurs de ce qui se fait là en ce moment dans la compagnie. Pour parler un petit peu du match, voilà, franchement très gros match des féminines, franchement beaucoup de prises variées, beaucoup de gros spots que j'ai grave kiffé, surtout le finish de ce match. Et puis aussi grosse surprise aussi de voir Io Sky pin Charlotte Flair. Je pensais vraiment qu'elle allait à nouveau pin Asuka. Mais le fait de voir Bayley intervenu à la fin du match, qui a tout fait pour distraire l'arbitre, et voir Io Sky mettre sa prise de finition, et quelle prise sur Charlotte Flair, excusez-moi. Franchement, c'était un finish parfait du début jusqu'à la fin. Donc franchement, très surpris de voir Io Sky pin sur Charlotte Flair. Asuka et à Charlotte Flair, ils ont clairement mis Io Sky en avant et ils l'ont bien fait. Après, pour parler aussi des matchs féminines, on sait que juste avant, on avait un petit spot où Jade Cargill est venu dans le show de Fastlane, où on a vu c'est Triple H qui l'a accueilli. Donc quand on a vu Jade Cargill, on s'est dit que c'est sûr qu'elle va intervenir à la fin du match, et elle n'est pas venue à notre grande surprise. C'est vraiment dommageable parce qu'on pensait vraiment qu'elle allait intervenir et elle aurait pu faire quelque chose de spécial pour ses débuts, mais on l'a pas vu, donc c'est assez dommageable. Après on verra la suite pour les trois catcheuses. On verra quelle suite il y aura pour Asuka, quelle suite il y aura pour Io Sky, quelle sera sa prochaine challengeuse. Surtout pour les Survivor Series, est-ce qu'on aura une revanche encore? Bianca Belair, on ne sait pas si elle va revenir ou pas. Donc ce sera intéressant de voir un peu la suite de ces trois catcheuses là qui sont pour moi excellentes dans le ring et excellentes aussi au niveau promo. Donc ce sera vraiment très intéressant à voir pour la suite. Je voulais ajouter aussi que les officiels, ils ont pris une très très bonne décision de laisser Io Sky championne et conserver son titre féminine de la WWE. Voilà, il faut dire aussi quand les officiels ils font quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Donc c'était très 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 important de la part des officiels de garder Io Sky en tant que championne. Donc vraiment très très bonne décision. Soirée parfaite pour les Damage Control et Io Sky. Donc pour la note de ce match, donc je vais mettre un 3,5 parce que j'ai vraiment bien aimé ce match là. Donc voilà, 3,5 pour le match triple threat féminine. Ensuite, on va passer au match qu'on attendait le plus et qu'on pensait tous que ça aurait été le main event de la soirée entre LA Knight et John Cena contre la Bloodline, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Et c'est LA Knight et John Cena qui remportent ce match-là. Déjà, pour commencer à parler du match, j'avais juste envie de préciser ça, c'est de parler des entrées, parce que John Cena, il a fait son entrée en premier. Et le fait que John Cena, qui fait son entrée avant LA Knight, qui laisse toute la pop, toute la lumière pour LA Knight, franchement, c'est très très grand de la part de John Cena et surtout une très bonne décision aussi de la WWE de faire entrer LA Knight avant. Donc ça prouve aussi que la WWE a juste envie de mettre LA Knight vraiment en valeur et que le push se passe le mieux possible. Donc on a vu toute la pop qu'il y a eu après l'entrée de LA Knight. Franchement, semaine après semaine, le gars, il est en place. Il sait faire des entrées, il est juste bon, il a un énorme flow quand il rentre, cette manière de marcher qu'il a à l'ancienne comme Stone Cold Steve Austin, c'est juste du poulet les gars. Ensuite après pour parler au niveau du match, c'est le match que j'attendais le plus au niveau du finish, on va pas se mentir.
On s'attendait un peu à comment a été le booking. Voilà, John Cena, on savait qu'il allait se faire tabasser pendant 10 minutes. Justement, en parlant de ça, franchement, gros chapeau aussi à John Cena qui n'a pas catché depuis très longtemps et qui est resté 10 minutes, un peu ouais, même 10 minutes, 15 minutes à se faire tabasser de la part de Solo Sikoa et Jimmy Uso. Il a fait monter le Hot Tag Team jusqu'à ce que LA Knight entre sur le ring. Donc franchement, chapeau de la part de John Cena, et on a vu qu'il était du tout pas là pour chômer. Donc franchement, un gros respect à John Cena pour ça. On s'attendait vraiment à ce type de déroulement de ce match-là. Là, j'étais juste un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas eu vraiment de spot énorme de la part de la Bloodline. Je pensais vraiment qu'ils auraient un petit peu plus mis en valeur Solo Sikoa pour ce match-là. Bon, Solo Sikoa, il m'a tué quand il mettait devant à Jimmy Uso. Il y a eu le petit spot aussi avec Paul Heyman qui était en train de parler à Roman Reigns pendant le match. Donc ça, c'était assez drôle aussi. Mais j'étais juste un petit peu déçu qu'il n'y a pas eu plus de mise en avant, même si voilà, ils ont dominé le match. Et voilà, victoire de LA Knight et John Cena pour ce match-là. C'était un peu attendu et je l'ai même dit dans mes pronostics. Donc j'ai eu bon sur ce match-là, parce que voilà, j'ai raté mes 2 premiers matchs au niveau pronostic. Donc pour ce match-là, c'était un match assez bon. Ils auraient pu faire mieux. Pour la note, je mettrais un 3 sur 5. Voilà, ça a été un bon match. Ils auraient pu faire mieux, mais ça a été quand même un bon match. Ensuite, après, on va passer au main event entre Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura pour le titre World Heavyweight Championship. Et c'est Seth Rollins qui a de nouveau encore conservé son titre World Heavyweight et gagné ce match dans un last man standing match. Donc voilà, je rappelle un peu la stipulation parce que voilà, c'est une stipulation que moi je suis pas très fan, l'équipe, je vais pas vous mentir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes assez fan de cette stipulation. J'étais assez fan à l'époque parce que voilà, on était dans une ère qui était pas PG. À l'époque, on pouvait faire tout et n'importe quoi, où il y avait du sang, où il y avait vraiment de la bagarre. Là, c'est un petit peu plus PG. Je pense que maintenant, en 2023, ça tend pas à avoir non plus des last man standing pour ces genres de matchs dans les matchs de championnat. Surtout, en plus, entre deux catcheurs hyper techniques. Après, voilà, franchement, il y a eu encore l'entrée de dingue de Seth Rollins que j'ai aimé. Le flow aussi pendant l'entrée de Shinsuke Nakamura que je kiffe de ouf. Et voilà, je vais pas vous mentir, gros coup de chapeau aussi à Shinsuke Nakamura. J'aimerais parler de lui 1 minute pour lui dire que voilà, il faut que les officiels continuent son pêche juste après, parce que même s'il a eu 2 défaites de suite face à Seth Rollins en pay-per-view, il faut continuer à le mettre en avant. Je pense que ces défaites-là l'ont mis carrément en haut, l'ont fait grandir de fou. L'alchimie, toute la technicité qu'il a avec Seth Rollins, on sent que les deux ensemble dans un ring, c'est compatible. C'est compatible, on va pas se mentir, c'est compatible. Le match en lui-même, j'ai moins aimé le match que par exemple la Payback. Mais franchement, sans l'alchimie qui est entre les deux, c'est vraiment juste plaisant à voir. Donc franchement, moi je suis très content de ce match-là, d'avoir vu ce match-là, parce qu'on voilà, on sent aussi toute l'expérience de Shinsuke Nakamura. N'oubliez pas les gars, Shinsuke Nakamura, il est dans l'industrie du catch depuis plus de 20 ans. Et voilà, le gars, il est venu à la WWE, il s'est adapté à de nouveaux styles aussi. Donc le fait de le voir dans un main event encore, parce que voilà, je trouve que son tout premier run dans le main roster a été raté. On va pas se mentir, il était très raté. Et le fait qu'il donne un nouveau push aussi à Shinsuke Nakamura, le fait que Seth Rollins avec ses promos, et voilà, les deux, ils étaient juste exceptionnels au niveau promo. Après, la question, je me demande s'il y aura un 3e match pour cette trilogie-là entre les deux, puisque le prochain match, ce sera soit à Crown Jewel ou soit au Survivor Series. J'aurais vraiment préféré que le 3e match se passe au Survivor Series. Voilà, pour finir le truc en beauté. Il y a même sur Twitter des gens qui voulaient carrément voir Shinsuke Nakamura détrôner Seth Rollins. Voilà, j'y croyais moyen. Je pense que Seth Rollins sera champion encore très longtemps. Moi, je pense, et je le dis toujours et je le pronostique, que je pense que Seth Rollins il sera champion au moins jusqu'au Royal Rumble 2024. C'est mon pronostic. Je pense qu'il n'y a pas si tant d'adversaires à ce moment crédible à détrôner Seth Rollins, à part 2 que je vois vraiment où ils sont vraiment susceptibles
de poser des très très gros problèmes à cette Rollins, c'est Gunther et Drew McIntyre, les deux Européens. Mais voilà, il y a d'autres histoires à côté, donc je pense que si tu ramènes Kevin Owens, un Sami Zayn qui vient les défier, je sais pas si ça aura du sens. Mais après, pour revenir au match, voilà, c'est un très 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 bon match. Franchement, j'ai aimé la fin où Seth Rollins, il était à deux doigts, franchement, il était vraiment à deux doigts de perdre le titre à un moment donné. Je me suis dit, ah là, Seth Rollins là, il est vraiment mis en danger. Après, il a repris le dessus vraiment à la toute fin, et puis il a mis cette prise sur la table pour détruire Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura ne s'est pas relevé. Et Seth Rollins a dû conserver son titre après cette grosse victoire. Donc le match était très très bon. C'est pas le match le plus fou de la soirée, à mon avis. Donc les gars, vous me dites dans les commentaires si vous avez vraiment kiffé ce match-là. Pour ce match-là, je mettrai une note de 4 sur 5. Même 3,5. Non, je vais mettre 3,5 parce que pour moi, le match le plus fou, c'était celui de Cody Rhodes et Jey Uso contre les Judgment Day. Donc je vais mettre un 3,5 sur 5 pour le main event. Donc voilà les gars, on arrive sur cette fin de vidéo. J'ai débriefé tous les matchs. Dites-moi dans les commentaires pour vous qui a été le meilleur match, qui a été le pire match de cette soirée-là. Faites-moi votre petit débrief ou peut-être dites-moi le show en un mot. Et comme ça, moi, je vous répondrai dans les commentaires, bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, les mecs, je vous répète, mettez un petit pouce bleu pour le référencement de cette chaîne-là. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, les mecs, c'est très très important. Activez la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je ferai peut-être une vidéo débrief sur Crunchyroll si le show me plaît ou pas. Donc voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'était votre gars Bandit. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien la famille et vive le catch. Yes sir.